c'est comme le design du bootcamp, c'est vraiment de ne pas rester dans l'abstrait, puis mais vraiment aller dans du concret, puis des décisions qui peuvent être prises avec des actions concrètes. Donc, comment on peut innover avec l'IA quand la confiance est vitale? On veut clarifier les arbitrages concrets et repartir avec quelques repères actionnables, s'il vous plaît, pour vos équipes de demain. Donc, mes deux très chers leaders. Marie, je te donne la parole avec une petite présentation et puis après Nathalie, ce qu'on va faire, je vais leur poser des questions, mais à un moment donné, c'est comme on a divisé par catégorie, mais à un moment donné, on va lancer la question vers vous. Donc, on veut vraiment avoir cette discussion qui n'est pas juste du panel, mais des interactions entre nous et puis les panélistes et puis vous pour rendre la chose beaucoup plus intéressante. Donc, Marie? Merci beaucoup, Nadia. Marie Grégoire, donc présidente directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oh là là. Alors, une fois que j'ai dit ça, maintenant, je pense que j'ai tout dit. Non, mais en fait, je disais à Nadia, je vais me présenter en disant que je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. J'ai travaillé dans le monde de la technologie, j'ai fait de la politique, j'ai travaillé dans les médias, j'ai été entrepreneur. Ce qui fait que quand on arrive dans une institution comme BANQ, on arrive avec, je pense, différents outils qui nous permettent d'avoir une compréhension du monde qui est peut-être différente, mais qui nous permet peut-être d'élargir notre portée. Fait que tantôt, on y reviendra, mais je pense que mes différentes expériences m'ont amené à me dire, parce que tu parlais de la vague tantôt, à me dire qu'on apprend, on finit toujours par apprendre à faire du surf plutôt qu'à se laisser submerger par la vague, pour autant qu'on prenne le temps de faire les choses. Et dans le contexte de l'IA, ben, le temps est compté. Voilà. Merci, Marie. Nathalie? Donc, Nathalie Meyerhofer, adjointe directrice à la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM, donc le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ici aussi parce que j'ai cofondé l'école de l'IA en santé en 2018 avec une collègue qui est dans la salle et d'autres qui sont encore à Montréal aussi. Je pense à elle faire ça aujourd'hui, cet après-midi. Moi, parcours un peu flyé aussi. Vive les atypiques. Oui, écoute, on aime ça, les atypiques. C'est ce qu'il faut. Donc, à l'étranger, avant de revenir à Montréal, qui est ma ville natale, moi, je dirais, j'ai plongé dans le monde académique, donc Cambridge, MIT, McGill, avant de flirter avec le monde théâtral et finalement revenir au côté scientifique, innovation au CHUM. Là. Donc, ça vous donne une idée de qui je suis. Absolument. Donc, on a la première catégorie de questions, c'est autour de la confiance. Ouais. Et je me lance. Dans un hôpital, comme dans une bibliothèque nationale, la confiance n'est pas un slogan. Concrètement, comment définissez-vous la confiance opérationnelle à l'ère de l'IA en incluant, bien sûr, le facteur humain, que ce soit jugement, compétence, ainsi de suite? Je peux y aller si vous voulez. Mais premièrement, je dirais que le concept de la confiance à l'ère de l'IA en prend pour son rhume. Parce qu'on s'entend, nous, je l'ai dit, on le dit, BANQ, c'est une institution de savoir, mais c'est une institution de données. Et tous les jours, on doit se battre pour être certain de ne pas se faire piller les données qui appartiennent aux Québécois. Donc, le principe de confiance, déjà, est un peu mis à mal. Ensuite de ça, le principe de confiance est mis à mal parce que l'IA ne dit pas que la vérité. Alors, pour toutes nos équipes à qui on dit, il faut regarder l'IA, c'est important de s'y pencher, de voir qu'est-ce que ça peut nous amener comme organisation. Il y a un enjeu là tout de suite en partant. Et ensuite de ça, il y a, je pense, la confiance qu'on a mutuellement comme organisation. Puis ça, je dois dire que pour amener le changement, depuis 5 ans où je suis à la tête de BANQ, j'ai beaucoup travaillé le facteur de la confiance, ce qui fait que dans une transformation où l'IA est mise en cause, là, on a peut-être plus de conversations. C'est comme on est capable d'avoir une conversation ouverte. Dans les grands enjeux qu'on a, c'est de dire, si on décide d'aller de l'avant, puis nous, on pense qu'on n'a pas le choix parce que le reste du monde y va. Donc, comment on fait? On peut pas résister à la vague. Fait que c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire du surf. On a décidé au départ de se dire qu'on allait se mettre en confiance en signant la Déclaration de Montréal.
C'était notre premier, tu sais, c'est pas un gros geste, mais c'est un geste qui est très engageant, hein, parce qu'on parle de solidarité, on parle de bien-être, de démocratie. Il y a beaucoup de principes dans la déclaration. Fait qu'on s'est dit, déjà en partant, ça va jeter les bases de ce qu'on a envie de faire. Et ensuite de ça, ben, on en reparlera, mais on s'est donné une feuille de route où on s'est dit, dans un monde, parce que ça aussi, il faut le dire, je sais pas s'il y a des bibliothécaires, des archivistes dans la salle, mais c'est des gens qui aiment pas, qui se donnent pas le droit à l'erreur. Hein? C'est des gens qui ont pas le droit à l'erreur dans la définition. Et là, on est dans un monde où il faut se donner ce droit à l'erreur-là. Donc, la confiance est importante. En se disant qu'on va apprendre de nos erreurs, mais on va pas s'accabler de nos erreurs. Et ça, c'est comme un état d'esprit, mais dans notre cas à nous, dans notre culture organisationnelle, c'était et c'est encore un grand défi. Parce que si on veut faire des bacs à sable, si on veut innover, si on veut faire différentes choses, ben faut accepter que certaines innovations, certains tests vont fonctionner, puis d'autres pas vraiment. Puis dans les pas vraiment, ben il va falloir qu'on apprenne quelque chose de ça, puis qu'ensemble, on se projette, puis qu'on aille un peu plus loin. Donc c'est un peu comme ça qu'on bâtit cette confiance autour de quelque chose qui est, en anglais on dit disruptor, là, mais l'IA vient vraiment nous bouleverser complètement. Oui, puis ne pas être choqué si ça ne marche pas, c'est correct. Exact. On est dans toute l'exploration, on est en train de piloter nos affaires, alors c'est très normal. Oui. Merci Marie. Nathalie. Donc, de mon côté, j'amènerais peut-être deux façons de voir la chance. Il y a le côté de la machine qui, elle, en fait, l'outil d'IA doit être pertinent, il doit répondre à un besoin, il doit être adapté. Si on pense à un hôpital, c'est bien beau d'avoir un outil, s'il n'est pas adapté à la réalité hospitalière, il ne sert absolument à rien. On ne va pas changer l'hôpital pour intégrer un outil d'IA. Il doit être développé de manière éthique, responsable. On veut assurer une certaine sécurité, une certaine conformité. Donc, l'outil lui-même, il doit être digne de confiance à un certain niveau. L'autre côté de la chose, c'est nous, en tant qu'êtres humains, pour pouvoir faire confiance en cet outil, il faut être vigilant de notre côté. On a notre part de responsabilité. Donc ça veut dire un certain monitoring pré, pendant, post. On veut être sûr que l'outil a les outils, a les résultats escomptés. On va avoir la capacité d'anticiper certaines dérives, planifier au cas où, poser des questions. Donc, je vois là vraiment la double responsabilité pour arriver à cette confiance-là. Donc, c'est pas donné d'un côté, c'est pas donné de l'autre. Je pense que les deux parties ont leur responsabilité là-dedans pour pouvoir atteindre cette cible-là. Et puis, je continue avec, en fait, ma question pour toi. Quand tu parles de l'humain et tout, vous, à Oshum, vous avez bâti une logique vraiment d'un hôpital apprenant, à travers la DEAC et tout. Et puis, des capacités de formation énormes, que ce soit à travers l'école de l'intelligence artificielle ou tout le travail énorme de la DEAC. Moi, je le dis là, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? La techno, les données, le changement culturel. Quel compromis a été nécessaire et lequel a été comme no way, on n'approche pas, peu importe. Là. Ça, c'est le bout qui est facile, je dirais. Okay. Le plus zéro compromis jamais de la vie, c'est tout ce qui touche la santé, la sécurité des patients, des équipes, tout ce qui serait illégal ou qui compromettrait les données. Là c'est sûr, c'est très facile de dire non dans ces cas-là. Concernant les défis, il y en a une trollée. C'est vrai, les données. Donc, juste de la perspective données, on pourrait en parler pendant une conférence d'une semaine. La recherche, le manque de données probantes en santé. Donc, il y a beaucoup de données dans un cadre très contrôlé de recherche, mais peu de données probantes en milieu réel de soins disponibles. Les processus sont insuffisamment documentés. Il n'y a pas de modèle financier pour pouvoir intégrer l'IA dans un secteur comme la santé. C'est pas financé en santé. OK? Donc, si je pourrais continuer et au-delà de ces enjeux-là individuels, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un hôpital, c'est très complexe. On peut pas les gérer de manière en silo, puis on peut pas les gérer de manière séquentielle. Ce qui veut dire qu'on est obligé
de corriger la machine, je vais dire ça, ou d'arranger la machine, mais tous les morceaux à la fois pour que la machine puisse bouger dans le bon sens. Donc, c'est ça qui amène une certaine un ajout là, dans la complexité. On a parlé de compromis. Bon, compromis, bon, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut lâcher prise. Puis là où on a lâché prise, puis là, il faut trouver la bonne manière. Je dis, je suis vraiment pas aussi éloquente que toi, là. Mais c'est dans le... je veux pas dire qu'on peut plus continuer à bien faire les choses comme on le faisait parce qu'on travaille très bien, mais on peut plus s'attendre à avoir le niveau de rigueur, profondeur, perfection. On peut pas réfléchir à une stratégie pendant 3, 4 ans avant de prendre action. Ça va être trop tard. Donc, on se trouve obligé de faire un good enough dans notre réflexion, puis vite être en action en parallèle. Tellement, là. Puis c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. C'est ça. Non, mais c'est tellement ça. C'est de l'amélioration continue. Dans le contexte, on connaissait tous l'amélioration continue dans le contexte, de ISO 9000 du temps, là, pour les vieux d'entre nous, là. Alors, mais là, c'est vraiment de l'amélioration continue en tout temps, là. Ça veut dire qu'on a essayé quelque chose la semaine dernière, puis on le réessaie cette semaine, puis la réponse est plus juste. Ça veut dire que l'outil s'est amélioré. On parle de catalogage, par exemple, dans notre cas, on fait beaucoup de tests et c'est comme ça qu'on a décidé de l'implanter, l'IA. Une des choses qui nous a beaucoup servi, parce qu'il faut le dire, BANQ, c'est une bébite qui fait partie quand même de l'administration publique. Alors, quand nous, on a vu et on a eu l'occasion de déployer Copilote, on l'a déployé à tout le monde. Avant que le MCN mette un moratoire sur le déploiement de Copilote. Là, oui, mais ça a été extraordinaire parce que ça nous a permis un apprivoisement plus rapide de la part de tout le monde, puis des petits tests ici, des outils là, et en même temps, et ça c'est un des compromis, c'est d'accepter que ce sera pas séquencé. Tout est en parallèle. Tout se fait en parallèle. Donc en même temps, on avait donc signé notre déclaration, en même temps on bâtissait notre feuille de route de l'IA, où on se disait, nous là, BANQ, dans ce qu'on est, il y a 4 champs dans lesquels on va essayer de prendre l'IA, d'apprendre à surfer sur la vague de l'IA. Le premier, c'était, comme en déployant à tout le monde, c'était le soutien. Hein, c'était comme un outil de soutien là, de m'aider à écrire mon courriel, les petites choses. Ensuite de ça, c'était les processus. Quand on parle de catalogage, par exemple, c'est un élément assez fondamental de ce qu'on fait à BANQ. Alors, on va essayer de faire des tests, on va essayer de voir. Et ça, c'est dans le cœur, évidemment, c'est dans le cœur de nos opérations. On n'est pas en santé, mais on n'a pas le droit de se tromper, parce que sinon, ça ne sera pas découvrable. Fait que, il faut quand même que ce soit juste. L'autre élément, c'était la donnée. Alors, BANQ est comme a 3 téraoctets de données. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quel type d'entraînement on est capable de faire avec ces données-là? Et l'autre volet, qui est quant à moi fondamental, c'est notre rôle de bibliothèque et donc d'outiller le citoyen pour son esprit critique face à l'IA. Fait que ça, c'est comme la feuille de route qu'on s'est donnée, plus avancée à certaines places, moins à d'autres, mais le compromis ultime, c'est d'accepter qu'on sera pas bon dans tout de suite, d'accepter que tout sera pas parfait dès le premier coup, puis de bâtir l'avion en vol, qui est une expression un peu éculée, mais qui, dans ce cas-ci, s'applique parfaitement bien. Et puis, je fais la suite avec toi. BANQ a une mission d'accès au savoir et de mémoire collective. Donc, dans un monde où l'IA reconfigure la découvrabilité et les usages, quel est le problème que vous cherchez vraiment à résoudre au-delà des outils et puis comme l'utilisation des outils? Et puis, qu'est-ce que le numérique permet enfin de faire et qu'est-ce qu'il fragilise dans ce monde de savoir? C'est beaucoup de questions. En fait, je dirais, un des problèmes, c'est premièrement d'être reconnu comme un joueur dans l'écosystème.
Et ça, on a fait beaucoup de travail. BNQ est membre d'un réseau qui s'appelle le Réseau francophone numérique. On a fait des représentations lors du sommet de la francophonie, lors de la rencontre des ministres de la Culture, pour que la donnée patrimoniale soit reconnue comme un intrant majeur, qu'on soit vu comme des acteurs. Parce que ce qu'on fait valoir, c'est que l'intelligence artificielle est moins intelligente lorsqu'elle n'a pas cette mémoire patrimoniale. Et l'intelligence artificielle en français, on s'entend qu'elle est moins brillante qu'en anglais. Fait que on voudrait bien qu'elle soit tout aussi brillante et on pense qu'on peut contribuer. Fait que ça, c'est un des problèmes de ne pas être reconnu comme un acteur crédible. On y travaille, mais on n'est pas rendu. Le numérique nous permet, comme je disais, de peut-être pas encore, mais va nous permettre, je pense, d'assurer une plus grande découvrabilité de nos œuvres si on s'en sert bien. Puis un des problèmes qu'on a, c'est que dans les clientèles particulièrement très jeunes, les œuvres francophones, les œuvres québécoises sont peu découvrables. Alors si on peut contribuer, si on peut utiliser ça, ça va nous aider. Puis qu'est-ce qui fragilise? C'est en fait le modèle même de piller la donnée, là. Donc, les robots qui viennent chaque jour essayer de venir capter la mémoire collective du Québec, là, ça, c'est vraiment, ça nous fragilise. Mais à l'inverse, si on parvient, puis je dis pas qu'on va y arriver, mais on y travaille tous les jours, à protéger ce patrimoine numérique-là, on renforce ainsi la souveraineté numérique du Québec. Parce que on vient dire aux grands, vous l'aurez pas, ce bout-là, tu sais. Ça, c'est nous qui l'avons, puis c'est nous qui l'opérons. Alors, c'est très idéaliste, là. Je suis une licorne, moi. Il faut pas s'en faire, là. Mais si je croyais pas si je savais pas ce petit côté licorne, il y a bien des choses dans ma vie que j'aurais pas faites, mais je pense fondamentalement que ça peut nous aider. Je pense que, comme État, ça peut nous aider d'essayer de protéger ces données-là, de prendre la culture, les données culturelles, comme des différenciateurs pour les grands, les GAFAM, là, par rapport aux GAFAM. Et puis, dans cette catégorie, ma dernière question, c'est en lien avec la qualité. Que ce soit dans un hôpital ou bien dans les grosses organisations de savoir, qui est responsable de la qualité? Est-ce que c'est l'individu, l'organisation, dans tout ce qui est lié à général? Responsabilité de personne, on dirait, mais c'est faux parce que c'est la responsabilité de tout le monde et c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, moi, la manière que je le vois dans le cas de l'IA, comme dans le cas de d'autres enjeux particulièrement complexes, la santé publique, l'environnement, c'est pas vrai que c'est un groupe qui va devoir être imputabilisé sur la responsabilité ou la qualité de l'IA. On a tous notre rôle à jouer là-dedans. Puis si on pense à la chaîne d'individus qui ont été impliqués de l'idéation, la production, la mise en marché, de l'acquisition, les appros pour que ça arrive à ton bureau. Est-ce qu'on achète copilote, on le fait rentrer avant que le NCM décide de faire un moratoire? C'est tellement de gens qui ont été impliqués. C'est sûr et certain qu'il faut trouver une façon de responsabiliser tous ces individus-là et de les forcer à se questionner de plus en plus. C'est une façon, on le voit au CHUM, c'est de dire, comment tu gères le numérique ou comment tu gères tes dossiers en général? Est-ce que tu as réfléchi à, quand l'IA va être là, ça va-tu changer? Et là, on dirait que ça force tout le monde à réfléchir à comment l'IA va venir affecter mon travail, mon quotidien, mes responsabilités dont j'ai déjà. Et ça va, je pense, multiplier les opportunités. En santé publique, il y a cette idée en multipliant les interventions, on multiplie la complexité, mais on vient aussi diminuer le risque par la multiplicité. On se rappelle pendant la COVID, vous vous rappelez, le port du masque, le lavage des mains, télétravail, toutes ces petites choses ont fait en sorte qu'on a augmenté notre protection au niveau collectif. Et donc, c'est un peu le même principe que j'amènerais ici. Pas un individu spécifique, mais vraiment une panoplie d'interventions qui sont nécessaires. Ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est en action. On a mentionné le MCN, mais les organisations développent leur stratégie, les individus se sentent de plus en plus interpellés, les universités aussi, donc on voit du grassroots, top-down, gouvernemental, les gens sont de plus en plus préoccupés, ils voient les avantages, les désavantages, puis une volonté, je dirais, de vouloir contrôler l'incontrôlable en quelque sorte, qui fait en sorte que les gens sont en train de se responsabiliser. Marie?
Ben, je suis 100% d'accord que c'est une responsabilité collective, puis que effectivement chacun se l'approprie. Il faut qu'on donne les outils. Faut qu'on donne l'encadrement parce que nous, une des choses, tu sais, qu'on n'a pas encore déployé, mais qu'on est en train de déployer, c'est la formation. Fait que nous, là, c'est la charrue devant un bœuf, là, c'est vraiment ça, là. Tu sais, copilote est dans tout ton coffre à outils, mais on t'a pas donné une formation. On a fait des petites formations, là, mais là, on sensibilise, on a des groupes de pairs aidants, donc des gens qui, fait que tout ça fait en sorte qu'on devient co-responsable. Et là, ce qu'on fait, évidemment, nous, on avait, tu sais, santé apprenante, organisme en santé apprenante. Nous, on veut faire du Québec une société apprenante. Tu sais, c'est comme let's go. D'ailleurs, l'Université Laval fait partie des partenaires avec qui on travaille pour faire du Québec une société apprenante. Mais dans ce contexte-là, on avait dans notre plan stratégique pour notre objectif interne l'innovation. Donc, être une organisation apprenante par l'innovation. Donc, quand Copilote a été mis sur les bureaux des membres de notre équipe, il y a plein de belles affaires qui se sont passées. C'est vraiment extraordinaire. Des gens qui ont essayé des choses qui ont été, puis là, on se les partage, puis c'est de créer ces forums de partage, de mettre en valeur, de mettre en lumière avec les embûches que ça a créé, avec tout ce que ça a donné. Puis un des éléments, parce que là, on parle avec tout l'enthousiasme qu'on a pour l'intelligence artificielle, mais tantôt, je pense, dans ce qui se fragilise, puis ce qui est un problème, c'est aussi la sensibilité de nos équipes, de tous les membres de nos équipes sur le développement durable, sur l'effet de l'IA sur l'environnement. Puis ça, on en parle, mais finalement, on passe à un autre appel rapidement. Mais pour nous, c'est un frein à l'adoption, c'est un frein au déploiement parce que tout le monde se dit, ouais, comment? Ou est-ce que l'intelligence artificielle va finalement trouver sa propre solution, tu sais, comme réduire son empreinte environnementale éventuellement. Ben, là, ça, c'est plus licorne que moi, je le suis, là, mais tu sais, c'est comme quelque part, ça, c'est un des freins qui est important et sur lequel on doit se pencher aussi collectivement, autant que pour la sécurité ou que pour tu sais, la probité de la donnée, là. Merci à vous deux. Là, je me tourne vers la salle et puis c'est à vous. Donc, on a parlé de confiance, on a parlé de qualité. Vos premières réactions, des exemples concrets, des réflexions, des questions. Qu'est-ce qui vient à vos têtes? Allez-y. On a un micro. Benoît. Il est là, le micro, le assiste. On va y arriver. Il y en a deux qui arrivent pas. Un, deux. C'est super. Le travail d'équipe. C'est super. La course. Oui. Excellent. OK, parfait. Je me pose juste la question. Vous avez beaucoup parlé de. En fait, j'ai eu une grande impression que tout allait vite là, dans votre discours, puis que vous ressentiez une certaine pression de rapidité. Puis, je me demande si c'est pas un problème. C'est-à-dire que collectivement, on se dit tous, OK, mais tout va vite, il faut aller vite. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement un incitatif à vouloir ralentir les choses, puis que si tout le monde se concertait pour aller moins vite, on aurait comme un peu plus d'air pour penser? Ben, moi, je trouve que c'est tout à fait, effectivement, hein, on se souvient que, entre autres, le Mila, M. Banjo avait proposé le moratoire, puis moi, j'étais comme, ben oui, OK, on prend 5 minutes puis on respire. Le problème, c'est que tous n'adhèrent pas. Et donc, à ce moment-là, la machine, elle continue d'avancer, puis toi, t'es en train, tu sais, comme t'as pas l'impression d'être en phase avec le reste de ton monde. Fait que je pense que c'est un peu l'équilibre qu'on essaie de trouver, nous, dans le sens où on a déployé des licences copilotes, mais on n'a pas déployé l'utilisation mur à mur de l'IA. Tu sais, on se pose des questions, on avance, on essaie, on recule. On n'est pas dans le à tout prix, à tout craint. Et ça, pour nous, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on dit, on va se tromper, on va essayer des affaires. Comme je disais, en catalogage, il y a des choses qu'on a essayées il y a 6 mois qui fonctionnaient pas du tout, qui fonctionnaient à 50%. On a refait le test récemment, puis là, c'était bon,
mettons, à 75-80 %. Fait qu'on déploie pas, on essaie. Fait que ça, c'est important je trouve que c'est un point qui est tellement important parce que tantôt, juste avant, on parlait de l'époque de l'Internet. Tu sais, quand l'Internet est arrivé, on avait la même impression. Alors, les grandes organisations avaient adopté l'Internet, avait des sites web, puis nos PME peinaient à même avoir juste une vitrine sur le web. Donc, ça a pris un moment avant que tout le monde se retrouve à niveau. Fait que on a besoin, tu sais, moi je pense que c'est un peu la courbe. Là, on a besoin d'innovants, on a besoin de ceux qui vont plus vite, puis on a besoin de, tu sais, puis il y aura toujours de ceux qui vont attendre que tout soit très ficelé avant de le faire. Nous, on essaie de se situer dans la courbe normale, dans la première moitié, mais pas dans la deuxième, mais pas au bout, là, pas ceux qui vont à tout craint. Puis à ça, j'ajouterais, tu sais, si on sait que la technologie, selon la loi de Moore, elle se développe à une vitesse fulgurante, exponentielle. Ça double systématiquement. Donc, pensez là comme ça, OK? Si vous pensez que c'était vite la dernière année, ça va être 2 fois plus vite l'année prochaine. Puis ça va continuer. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. Le poids de ça ne s'en ira jamais. On retournera plus jamais en arrière et on pourra jamais complètement contrôler. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter puis se soumettre puis pas réglementer. Ça veut juste dire pendant qu'on réfléchit, faut déjà vite trouver des façons d'intervenir en parallèle. Et on réalise que ça peut sembler fou, mais je reviens au parallèle de pendant la COVID où je me souviens, l'OMS disait, il faut pas attendre d'avoir les réponses. Il faut pas attendre le bon moment. Il arrivera jamais. Prenez les décisions que vous pouvez aujourd'hui avec les infos que vous avez à votre disposition. Ajustez-vous demain. Puis vivez comme ça, puis ça va continuer comme ça, puis on va s'en sortir, on va développer un nouveau rythme. Mais on le sait que c'est exhausting, je cherche le mot. C'est fatigant. Épuisant, en fait. Épuisant, ouais. Ça l'est vraiment, puis ça vient avec ça gruge aussi. Mais il faut trouver des façons de venir, je dirais, diviser cette charge-là également. Donc, pendant qu'on a, si je pense à mon équipe ou aux travaux qu'on fait, des fois, on a une équipe qui travaille un peu plus sur quelque chose de plus robuste, plus profond, tandis que les autres sont un peu plus en mode accéléré, quick win. Ça peut venir diminuer un peu la pression puis la charge, là, tu sais. Absolument. Et puis, ce que je disais, vous disiez en fait concernant la technologie, c'est comme on sait très bien que les gros joueurs sont en course entre eux-mêmes. Donc, la question, c'est que même si on décide de ralentir, eux, ils veulent arriver les premiers pour contrôler le monde. Ça, c'est d'une chose. Et puis, l'autre chose, c'est que, et puis ça, c'était dans une entrevue que j'écoutais qui m'a marqué, c'est que si, par exemple, il y a une organisation, puis je ne parle pas de l'enseignement supérieur autre, mais par exemple, si Walmart, disons, décide d'introduire la robotique et puis l'intelligence artificielle ou peu importe. Mais IGA décide de ne pas le faire pour des raisons d'environnementales et autres. En fait, il y a la concurrence. Donc, du fait qu'il y a un contexte qu'il adopte et puis l'intègre pour vraiment continuer à jouer le jeu et puis être sur le marché, les autres ont besoin, comme ils n'ont pas le choix que d'adopter. Donc, ils sont forcés en fait de le faire. Et puis, c'est là, il y a toute la question de l'humain qui va devoir aussi gérer. Donc, en fait, on est en train de faire face à des courses qui n'appartiennent pas à nous, qu'on n'arrive pas à contrôler, mais qui nous obligent à vraiment comme se dire, mais nous, là, c'est quoi notre responsabilité pour s'assurer que quand eux, ils vont faire leurs courses, nous, comment on va préserver l'humain, et puis on va préserver nos valeurs, et puis on va vraiment préserver l'environnement, ainsi de suite. Je crois, oui, allez-y. En fait, c'est ça, Nadia, vous avez répondu partiellement parce que ce qui me préoccupait, c'est les enjeux éthiques et environnementaux. C'est-à-dire que et en tant qu'institution comme BANQ, comme l'Université Laval, comme le CHU, on a des leviers que les individus n'ont pas et dont nos prises de position, nos décisions d'aller vite, de ne pas aller vite, c'est aussi dans une posture de responsabilité sociale. C'est cette préoccupation-là que moi que j'ai.
Quand on a signé la déclaration de Montréal, c'était pas juste une signature, c'était comme une posture. Ce qu'on voulait, c'est vraiment se dire qu'on allait contribuer à des projets qu'on considère éthiques. On continuait d'avoir cette préoccupation du développement durable, qu'on voulait que ce soit des outils qui servent à la communauté, qu'on voulait que notre feuille de route, entre autres, serve la communauté, qu'on aide la communauté à comprendre les impacts, à comprendre, de développer leur esprit critique face à l'IA. C'était pour nous autant une responsabilité, mais on espérait aussi, puis puis on le voit, les gouvernements, particulièrement dans ce cas-ci, le gouvernement fédéral, a un rôle, on a un rôle d'encadrement. Je pense que nos États ont un rôle d'encadrement, mais on se rend compte que chaque fois qu'on essaie d'encadrer, c'est en tout cas, c'est pas facile. Ils ont un poids, les GAFAM ont un poids extraordinaire, puis un président, là où ils ont leur adresse postale, qui met une pression indue sur la déréglementation puis un peu le Far West. Fait qu'on est un peu pris et effectivement, c'est pour ça que nous, on essaie de l'adopter de la façon la plus responsable possible et d'outiller les citoyens du mieux qu'on peut, évidemment, avec les ressources qu'on a. Il y avait Raphaël. Oui, c'est bien Raphaël, n'est-ce pas? Non, ok, pardon, oui. Moi ici? Oui. Non, moi c'est Nicolas. Nicolas, pardon. En fait, moi j'ai beaucoup accroché sur le mot course parce que une course suppose une destination. Et ma question c'est, on fait la course vers quoi? Au nombre de technologies qui ont eu des promesses, qui ont eu de nombreux investissements et qui ne les ont jamais réalisés pour nous laisser avec des problèmes. Je pense par exemple aux OGM qui laissent les mêmes problèmes de pollution qu'ils croyaient régler. Aux technologies numériques en classe, on disait, le tableau numérique, ça va motiver les élèves. Ben, oui, mais ils apprennent pas mieux. Puis, ils motivent pour combien de temps? Est-ce qu'on a le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle? Quelles sont les promesses qu'elle peut vraiment résoudre? Ben nous, comme je l'ai dit, dans notre feuille de route, on s'est dit qu'on allait l'utiliser là où on pensait qu'elle était porteuse pour nous. Ça veut dire que, puis nous, on n'est pas dans la course. Nous, la course, c'est les grands qui la font. Nous, comme je dis, on est là pour protéger nos données, pour s'assurer que le Québec protège, en tout cas dans les données patrimoniales, protège les données patrimoniales. Ça, c'est la chose, puis essayer de les structurer, de les organiser, puis éventuellement voir comment une banque de données culture pourrait contribuer à la souveraineté numérique du Québec. Ensuite de ça, on travaille avec le citoyen. Puis dans notre quotidien, ben on s'en sert comme aide à la tâche. Tu sais, c'est pas donc pour simplifier notre vie, comme je dis, pour faciliter la rédaction d'une lettre, d'un courriel. Pour l'instant, c'est vraiment là où on l'utilise. Puis dans les processus, là où on a mis notre premier bac à sable, c'est justement dans un élément où on pense qu'il y a une quantité, c'est les données, donc le catalogage, donc une quantité de données où l'erreur humaine est très présente puisque on rentre ça à la main. Hein? C'est comme les gens, donc le dépôt légal rentre, il y a des données qui se placent à différents endroits, il faut aller les valider. Fait que c'est les tests qu'on fait pour l'instant, mais on s'est donné quand même des lignes directrices pour, comme je dis, apprendre à surfer et non pas se laisser submerger par la vague. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que dans notre environnement, ça existe. Alors, comment on fait pour avoir un sentiment de contrôle, de pas se laisser submerger, puis d'avoir aussi une contribution significative pour les Québécois? Donc, de moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est dire qu'en santé, on n'a pas le luxe de se permettre de jouer avec des jouets qui sont le fun pour le trip de le faire non plus. Faut faire des choix avant même d'embarquer dans un processus de tester des outils en milieu clinique ou en milieu hospitalier. Donc, si les objectifs et les impacts sont pas clairs dès le début, c'est un no-starter. On commencera pas, ça sert à absolument rien de mobiliser des gens dans un contexte difficile actuel si on n'a pas déjà ciblé l'amélioration des
reflux, diminution du temps aux urgences. Il faut vraiment avoir des impacts tangibles pour les patients puis pour les équipes, sinon ça sert absolument à rien. Donc, en effet, là, je pense que pour certains, il y a un thrill, tu sais, de pouvoir tester l'IA, mais c'est pas un luxe qu'on peut se permettre. Pour plusieurs qui sont, tu sais, dans le secteur public, là, les moyens sont pas là, d'une part, le temps n'est pas là, les ressources sont pas là, donc il faut certainement miser sur des impacts puis pas juste sur le volet innovant. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'amuser, il faut pas tester, mais il faut mettre nos énergies à la bonne place aussi, là. Et puis, juste une petite parenthèse, là, on est vraiment comme des personnes qui utilisent demain au World Café avec l'idée. Il va y avoir les personnes qui sont en train en fait, ce sont des personnes qui sont en train de développer ces technologies. Alors, ces questions pourraient revenir demain quand vous allez les rencontrer parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est presque, je vais pas dire entre leurs mains, mais ils font partie des personnes qui sont en train de faire la recherche autour de ces différentes technologies. J'ai vu d'autres mains ici. Alors, on va prendre une. Allez-y. Marie, vous avez mentionné outiller les citoyens dans son esprit critique face à l'IA. Nathalie, vous avez partagé qu'il y a des expériences qui ont eu lieu avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais savoir quels ont été les bons coups dans l'accompagnement des humains, des utilisateurs de l'IA pour les rassurer, c'est sûr qu'il y avait des émotions qui étaient qui venaient à la surface. Est-ce que vous avez des bons coups à nous partager qui ont bien fonctionné et qui ont aidé à surmonter certains obstacles? Donc, du côté humain, du côté technologique, il y a plein de bons coups. Je veux dire, des beaux coups, il y en a plein. Je peux vous parler de la radio-oncologie au CHUM, donc en dosimétrie, un projet pour pouvoir automatiser les plans de radiothérapie simples, donc pas les projets complexes. Et ça, c'est une tâche qui est normalement faite par des dosimétristes qui sont des technologues. Il y a une pénurie au niveau du Québec. Et donc, on est rendu maintenant à une étape où le vendredi, les données peuvent être entrées, puis le lundi, il y a une priorisation puis une proposition de plan pour des trajectoires précises, là. Donc, vraiment des cas simples, des propositions qui sont faites. Les humains peuvent tester, valider et l'énergie qu'ils ont, le reste du temps qui est économisé peut ensuite être mis sur les cas un peu plus complexes. Donc là, on a une belle opportunité de prendre l'intelligence humaine, de l'appliquer à la bonne place, mais de se retrouver en assistance avec un outil fiable, homologué, etc., qui a passé à travers son processus et qui a des belles retombées pour les patients. Là, je vais vous en glisser, j'en gardais un petit peu plus pour tout à l'heure, mais il y a de nombreux petits cas comme ça qui émergent de plus en plus en milieu réel en santé, que ce soit clinique ou même au niveau administratif, là, comme je vous mentionnais tout à l'heure. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas, t'arrives pas en radio-oncologie puis tu dis au dosimétriste, hey, l'IA va faire ta job maintenant. Oubliez ça, ça va pas marcher. Ils ont connu de très gros défis. Ça a pris du temps avant d'avoir confiance. Ça a pris du temps avant de se demander quelle est ma responsabilité, quelle est la responsabilité de la machine, quel est le processus au complet, puis qui a le droit de veto à travers chaque moment. Puis une fois qu'ils ont pu faire ça, je pense qu'ils ont pu aller à la prochaine étapes. Donc, beaucoup de beaux cas. Sincèrement, je vous invite à aller sur notre site web de l'École de l'IA en santé. Il y a plein de vidéos, plein de ressources à ce sujet-là. Je ne prendrai pas trop de temps parce que sinon, encore une fois, ça pourrait être une semaine. Mais je vous encourage à regarder, puis je vais vous en glisser quelques d'autres tantôt. Nous, pour ce qui est du déploiement auprès des citoyens, on est en développement. Tu sais, notre feuille de route comme est relativement jeune, mais ce qu'on veut faire, par exemple, c'est ne pas réinventer la roue. Il y a déjà, tu sais, on pense à l'Ovia, on va faire le procès, la simulation comme la simulation du procès de l'IA, qui va être à la grande bibliothèque dans quelques mois. On veut travailler en collaboration. Alors, il y a plusieurs partenaires. On est en train de développer notre réseau de partenaires pour déployer différents types d'activités pour que les citoyens de tous âges aient cette chance de venir justement tester leur esprit critique. Ben justement, tu sais, comme avec Nadia, on avait dit à un moment donné, ce serait bien. Nadia fait
fait un atelier où justement elle montre du deepfake et ce qui est la réalité. Je pense que les gens ont besoin d'être capables de faire la part du vrai et du faux. Donc, on est en train de monter notre programmation qui va se déployer davantage en septembre prochain. Je vais partir avec mes questions, puis après, je vais vous redonner la parole parce que Ça va être plus court. Alors, je promets d'être plus courte. c'est super. Là, je vais sauter dans les compétences IA parce qu'on en parle énormément. Et puis, sur le terrain, d'après vous, quelles compétences font réellement une différence pour réduire le vertige? Une compétence individuelle, une compétence d'équipe, une compétence institutionnelle, si on enlève et là je vous challenge un peu, esprit critique. Donc on met esprit critique, on veut autre que l'esprit critique. Qu'est-ce qui se... Moi, je dirais que c'est l'adaptabilité. Ah, c'est bon. Et pour moi, tu sais, quand on parle d'une société apprenante, c'est une société où on apprend tôt dans la vie, on apprend à apprendre, puis on apprend toute la vie. Il y a des gens qui ont le privilège d'avoir appris tôt dans la vie, puis ont développé leurs petits muscles, puis après ça, tu sais, comme ils se sont développés des mécanismes à travers leur parcours académique, puis quand ils arrivent dans la vie, ils sont plus outillés. Alors ça, c'est un grand défi qu'on a collectivement de développer ce muscle de l'adaptabilité, de la résilience, certains diraient. Mais ça paraît. Dans l'équipe, il y a des gens qui ont cette adaptabilité-là, qui vont rapidement trouver. Justement, tu parlais des applications. Tu sais, nous autres, on a des bibliothécaires, des commis qui ont mis en place des petites choses, là, toutes simples, là, mais parce qu'ils ont testé. L'autre, c'est la curiosité. Et pour ça, ça prend, au niveau institutionnel, une organisation, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, qui donne le droit à l'erreur. Donc, qui permet de tester des choses. Pour autant, dans une organisation apprenante, qu'on apprenne de nos erreurs. On ne fait pas les mêmes erreurs 2 fois, parce que sinon, ça, c'est pas brillant. Mais qu'on apprenne de ces erreurs-là pour nous projeter et faire les choses autrement. Autant dans la gestion du changement, ça veut dire que on l'a déployé, il y a des affaires qui marchent, il y a des affaires qui marchent pas. Il faut accepter. Autant que l'humain soit le frein, que la machine soit le frein. Puis ça, il faut avoir cette adaptabilité-là aussi comme équipe de direction. Absolument. Donc, tu parles vraiment comme de l'individu et puis de l'organisation parce que ça doit vraiment comme... Faut que ça connecte. Absolument. Puis, je rebondis sur ce que tu dis, puis je dirais, nous, on utilise beaucoup posture de croissance, donc l'idée ici de vouloir faire mieux en continu, tu sais, challenger son statu quo, essayer de trouver une meilleure solution pour moi comme individu, pour mon équipe, pour mon organisation également. Sinon, l'intelligence sociale, donc ici, on parle vraiment de différentes perspectives, comprendre ensemble, comment travailler ensemble pour passer au-delà des défis. Je pense que c'est une autre compétence qui est critique pour pouvoir passer au travers des prochaines étapes, compte tenu la complexité de l'IA et comment ça nous affecte tous. Là. Puis comment ça change d'ici d'une heure. Oui, absolument. Et puis, inventivité et leadership. De quoi une personne a besoin pour se sentir capable d'agir dans ce monde-là sans tomber dans l'hypervigilance, parce qu'on ne veut pas aller dans ceci. Quel rôle concret le leadership individuel, mais aussi organisationnel, que tu as déjà mentionné un peu, alors si on peut élaborer, doit-il jouer pour créer ces conditions? Donc, quel conseil de leadership donneriez-vous à une direction, un responsable d'équipe, un responsable d'équipe ici dans la salle, et puis aux individus? Ça prend des outils. Hein? On commence par la base. Si vous ne donnez pas l'accès aux outils, ça va mal aller. Et il faut quand même baliser ces outils-là. Donc, quand même donner quelques consignes sur comment les outils devraient ou peuvent être utilisés, c'est la base. Puis après ça, il faut investir dans les humains. Hein? Donc, temps dédié, carré de semble, droit à l'erreur, environnement sécuritaire d'apprentissage. Il faut pouvoir les former pour qu'ils puissent se développer également. Là. Donc, moi, je pense que ça, c'est requis. Puis, un que j'aime beaucoup, c'est vraiment provoquer la discussion. C'est flyer. On sait pas que, tu sais, on apprend, là. On est tous en train d'apprendre là-dedans, puis profitez-en. Faites-en comme
quelque chose pour ranimer votre équipe. On ne sait pas ce qu'on va vivre. On va le vivre ensemble. Au moins, on s'en sortira un peu moins niaiseux qu'hier. Tu sais, genre, c'est correct. Mais donnez place à ces discussions-là parce qu'elles vont être vraiment riches pour plein de raisons. Donc, moi, ça serait, je pense, mon avis pour les gestionnaires en particulier, là, ou les directeurs d'équipe. Sinon, au niveau des organisations, ça revient à ce que tu as dit, prise de risque puis investissement parce que veut pas, ça coûte quelque chose. Ouais. Puis si on n'est pas prêt à investir le temps, les ressources, puis un peu d'argent, l'encadrer comme il faut, vraiment capter les données puis les impacts, ça servira à rien. Puis j'ajouterais juste finalement célébrer les petites victoires. C'est beau. Tu sais, célébrer les petites victoires, puis célébrer les petites victoires, c'est célébrer les apprentissages. Ça veut pas dire que ça a marché. Ça veut dire que on a trouvé un nouveau chemin. Donc il faut célébrer ces petites victoires-là, puis aller. Puis nous on essaie de faire ça régulièrement dans des rencontres d'organisation, puis tout ça de saluer les efforts d'innovation, pas juste à travers l'IA, les efforts d'innovation en général. Puis certaines sont portées par l'innovation, donc ça par l'IA, donc ça ouvre les perspectives quand on célèbre un peu, c'est ça. Ouais, Et misez sur vos champions. Oui, Je devine c'est qu'il y ça. a plein dans la salle aujourd'hui, là. Misez vraiment sur eux parce qu'ils vont vous amener ailleurs. Il faut vraiment les valoriser. Sincèrement, là, c'est comme la recette magique, là. La Puis c'est secret sauce, tellement ça, beau c'est parce que vraiment eux. et ça transcende les professions et les métiers. Absolument. Et ça, c'est extraordinaire parce que là, on célèbre, tu sais, dans le fond, on célèbre tous ceux qui ont cette petite dose de curiosité et d'innovation. Et ça fait du bien à tous les niveaux de contribution là, qu'on a dans l'organisation. oui, mais là, il y a une question qui n'est pas dans ma liste. Oh non! Parce que vous avez parlé de champions Ouais. et puis vous avez parlé de la salle. En fait, Ouais. les personnes qui sont là sont Je là sais. parce que ce sont les champions et Je les sais. championnes. Donc, et puis qui font face à plein dans leur organisation. Donc, des conseils pour ces personnes qui sont avec nous parce que ce sont les champions et puis championnes qui ont besoin de vraiment, comme vous le dites, amener le monde, challenger les idées, accepter de faire vraiment comme dire qu'on peut se tromper et ainsi de suite. Donc, comment ces personnes-là peuvent vraiment comme... Là, j'ai pris le reste de la question, Mais vous avez compris ce que j'essaie de... il faut être dans une organisation qui reconnaît ses contributions de champion. Je pense que, parce que sinon, ben, on peut être le rebelle qui va être celui qui va porter le drapeau très haut, là. Mais ça demande beaucoup d'énergie, là. D'être tu sais, comme le vecteur de changement. Fait que quand on est dans une organisation qui célèbre ses champions, qui célèbre le droit à l'erreur, ça va relativement bien. Quand tu es le champion toute seule sur ton île, c'est pas mal plus long. Fait que être toute seule puis tenter de faire changer son organisation, je dirais que ben faut trouver d'autres champions, hein. Faut s'entourer parce que seul on y arrivera pas là. Fait qu'il faut aller tu sais comme il y avait dans une formation que j'ai suivie, c'était super intéressant. Il y avait une fille qui avait toute seule de son côté, elle était la championne unique de son organisation, puis elle avait un rôle somme toute, tu sais comme un rôle administratif qui avait pas beaucoup de visibilité de la haute direction, mais elle a été sponsorisée par quelqu'un de la haute direction qui a vu le travail qu'elle faisait en IA, qui lui a donné de la visibilité au conseil de direction et elle a eu un ascenseur extraordinaire au niveau de l'organisation. Là. Elle a pris je sais pas combien de galons en très peu de temps parce que sa contribution a permis à son organisation de saisir, de comprendre, de saisir l'impact de l'IA et que l'IA pouvait avoir sur les fonctions qu'ils avaient. Et ça, moi, j'ai trouvé ça grandement intéressant parce que c'est dur d'être seul. Faut que quelqu'un te remarque à un moment donné parce que, tu sais, ou tu changes d'organisation puis ça, c'est pas nécessairement le fun pour l'organisation parce qu'ils perdent quelqu'un de valeur. Donc, moi, peut-être deux petits conseils. Un,
c'est pas un conseil, là, c'est un constat. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes champion, c'est probablement parce que quelqu'un a cru en vous et qui trouvait que ça valait la peine d'investir en vous pour quelques jours, là, ce qui n'est pas rien dans les situations économiques d'aujourd'hui. Donc, déjà là, c'est ça. Deuxième chose, sachez que le rôle de champion, c'est pas un t-shirt à taille unique, là. C'est vraiment il n'y a pas de formule. Apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre le champion que vous voulez être, c'est ce que vous voulez apporter et peut-être vocaliser là où vous voulez, vous pouvez, là où vous vous pouvez peut-être moins, puis c'est là la beauté d'un gestionnaire ou d'un directeur qui est capable de dire, ben, si toi, ta force, c'est ça, et telle autre personne, vous pouvez faire ça, ben, je pense qu'ensemble, on peut faire quelque chose de magique. Donc, n'ayez crainte, soyez transparent sur ce que vous voulez, puis donnez-vous droit à l'erreur aussi, puis expérimentez, là. Sortez de votre zone de confort. Ça, c'est peut-être l'autre chose aussi, là. Faut toujours, à tous les jours, se forcer un petit peu de faire quelque chose d'inconfortable, sinon on n'évolue pas. Oui, absolument. J'ai pas pu Non, faire c'est la correct. question, et puis je vois, il me reste petit 7 minutes avec vous, et puis je veux absolument donner allez-y, on va trouver des la façons de parole rentrer le à reste. championne. Donc, dernière réflexion, question, allez-y, Jonathan. Oui, Voix de ténor. Ah! donc, Madame Grégoire, à la question que j'avais parlé tantôt lors de la représentation que vous devez faire parce que paraissait peu crédible, c'est ça que j'ai entendu. Ben, je ne comprends pas. Moi qui enseigne, quand on dit aux gens d'aller voir leurs sources, ben, ça paraît que l'organisme est Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais en fait, c'est que dans le monde de l'IA, on n'a pas cette crédibilité-là. On a la crédibilité, je pense, auprès des citoyens du Québec. En fait, je suis très contente de dire que quand je suis entrée en poste, il y avait 41% des Québécois qui disaient connaître BANQ pour déjà en avoir entendu parler. On est rendu à près de 60. Fait que ça me fait très plaisir. Mais dans le monde de l'IA, je pense qu'on nous prend pour acquis peut-être ou on nous voit pas comme un acteur avec une voix. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, quand on travaille avec le réseau francophone numérique, avec les autres bibliothèques nationales, archives nationales de la francophonie, on fait valoir le poids qu'on a. On n'est pas une dépense de numérisation, on est puis je trouve qu'on porte bien notre nom dans ce contexte-là, on est une banque qui protégeons en fait tout le savoir collectif d'une nation. C'est pas une petite affaire. Évidemment, il y a peut-être 10-12% de nos collections qui sont numérisées, de nos archives, parce que ça aussi, c'est un modèle unique au monde, le fait d'avoir une bibliothèque nationale, des archives nationales et une bibliothèque publique ensemble. Mais à chaque jour, on en ajoute et c'est utilisé. Mais la donnée puis la métadonnée, là, c'est comme, ah ouais, vous vous occupez de vos métadonnées. Oui, on s'en occupe et on a des experts qui le font. D'autres? Oui, allez-y. Le micro, oui, s'il vous plaît. Justement, dans vos deux institutions, vous manipulez des données sensibles. Comment vous faites pour protéger ces données-là en sachant que la plupart des outils en IA sont des GAFAM et sont hébergés principalement aux États-Unis? Ah, bon, ben, oui, beaucoup d'outils sont faits par des GAFAM, mais sachez que dans le secteur de la santé, on n'invite pas Facebook pour venir jouer avec les données des patients, là. Donc, je peux donner un exemple concret. GreyOS, qui a été développé ici au Québec par des chercheurs en collaboration avec le CHUM, utilise des données pour pouvoir, c'est tout simple, automatiser un premier jet de programmation pour les horaires et les rendez-vous des patients en radio-oncologie. Quelque chose qui semble tout simple, mais qui a diminué la charge. La personne qui posait la question, là, les impacts en jeu, a diminué la charge administrative de 80%, là, ce qui veut dire concrètement qu'au CHUM, on est maintenant capable d'offrir 11 heures de traitement par jour de plus pour des patients en radiothérapie. Donc oui, on est capable de manipuler des données, mais parce que c'est un outil qui a été développé en collaboration avec les équipes du CHUM ici au Québec, ça nous permet de prendre le temps nécessaire pour pouvoir assurer que le tout suit le protocole de recherche, etc., qui, oui, prend plus de temps, qui enrage les grosses compagnies, mais qui sont critiques dans une
une perspective de sécurité, là, mais aussi pour que la réponse réponde à nos besoins, parce que l'autre enjeu qu'on a souvent, c'est qu'on se fait présenter des outils qui fonctionnent super bien à Boston, puis ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas à Montréal. Hein. C'est parce qu'on est capable, on est obligé de leur dire, c'est parce que c'est pas pareil. Et donc, d'avoir un outil développé avec nous, en tout cas, ça vaut de l'or, oui. Et pour les patients aussi. Ben, il y a la préservation de la donnée. Nous, on a des règles très particulières au niveau de la préservation de la donnée. En fait, il y a une partie de nos données qui sont pas dans le cloud, qui sont conservées sur des NAS. Donc ça, c'est le premier élément. Pour ce qui est des outils, ben, j'avoue que on fait attention aux projets qu'on met de l'avant pour l'instant. Même si on a des licences propriétaires, ça veut dire que, tu sais, Copilote, normalement, c'est une licence à partir de laquelle Microsoft ne devrait pas s'approvisionner, mais on fait quand même attention de chacun des projets qu'on met de l'avant pour l'instant, que les données, qu'on n'ait pas de données sensibles ou qu'on mette seulement partiellement certaines données pour tester. Oui, puis il y a beaucoup de lois concernant l'utilisation des données, particulièrement pour les patients, là. Ben là, dans votre cas, la loi 25, puis tu sais, je veux dire, on a la loi 25 par laquelle on est régi aussi, ouais. Un dernier commentaire. On est bien. Un dernier mot. Ben moi, je suis très sensible à ce que plusieurs ont dit sur la crainte qu'on peut avoir d'aller trop vite et de s'oublier dans le processus. Alors nous, en tout cas, tu sais, je pense pas qu'on possède la vérité, mais on essaie de se questionner. Ça fait partie des sujets du comité de direction chaque semaine. Où est-ce qu'on s'en va? On est-tu encore à la bonne place? On va-tu trop vite? Y a-tu des choses qu'on échappe? Tu sais, c'est quand même donc tous les directeurs généraux de l'institution qui se réunissent. Donc chaque semaine, on a un point qui revient. Mais c'est ça. Moi, je reviens toujours avec mon image de vague, là, c'est d'essayer de trouver cet équilibre fin entre tu sais, comme apprendre à vraiment apprivoiser cette vague-là sans se laisser submerger, mais non plus ne pas faire n'importe quoi. Donc, fait que c'est de trouver, c'est un équilibre qui est très fin, mais je pense que nos employés apprécient le fait qu'on leur fasse cette confiance-là, de leur donner cet outil-là. Puis qu'ils puissent expérimenter un peu avec aussi. Puis après ça, d'avoir des projets plus structurés, ça fait en sorte que je pense qu'on est là. On essaye de trouver cet équilibre-là. Au bénéfice des Québécois, c'est important de le dire. Puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis et il faut faire vraiment sincèrement, il faut faire vraiment attention. Et je pense qu'on a un gros rôle à jouer ici. En santé, on dit systématiquement non, les risques sont trop gros, ça vaut pas la peine. Il faut ralentir. Les risques sont importants. On veut pas se retrouver dans une situation où on se retrouve avec des patients décédés ou autres parce que des données ont été mal interprétées ou mal utilisées. Ceci dit, il y a tellement d'opportunités. Tu sais, je pense au CHUM, il y a le couloir ici à Laval. Au CHUM, il y a un souterrain, il y a une autoroute où circulent des véhicules autoguidés. Oui. Ben ça veut dire que des gens transportent plus des choses super lourdes à travers 5 pavillons parce que la machine peut le faire maintenant. Là, j'ai parlé des rendez-vous qui peuvent maintenant mieux répondre aux besoins des patients de leurs proches qui sont à Montréal, mais qui sont aussi dans le Nord, qui sont ailleurs. Donc, il y a des belles opportunités pour faire mieux aussi. Je pense qu'il faut juste prendre une décision à la fois, faire ce qu'on peut dans les conditions qu'on a à notre disposition. Puis, c'est les petits pas. Je suis tout à fait d'accord. Puis, faites ce que vous pouvez. On fait ce qu'on peut systématiquement, puis on va avancer dans la bonne direction. Il y a quelque chose, dans le fond, ce que tu dis, c'est faut jamais oublier que c'est par et pour l'humain. Et si ça peut libérer l'humain de faire des tâches répétitives, plates, pour amener l'humain à faire des choses plus intéressantes dans l'organisation, je pense qu'il faut se poser la question. Mais tant et aussi longtemps qu'on garde, c'est parce que tu sais, c'est le facteur humain au centre, là. C'est ça le titre. Fait que je pense que c'est vraiment ce qui doit nous guider tout le temps. C'est ça. Merci. Merci.